مرحبا بالناس الكل. اليوم فرحانين ياسر اللي تكونوا معنا. نرى في البوبليك des amis architectes, des étudiants, mes anciens étudiants qui sont devenus architectes, plusieurs autres invités اللي شرفونا بحضورهم, et on est très très content de les avoir اليوم معنا في البافيون بلو الرواق الأزرق. وقبل ما نبدأ نحب نذكر اللي الرواق الأزرق ولا le pavillon bleu est une plateforme qui est gérée par des enseignants et des étudiants de l'école d'architecture de Tunis هوني في سيدي بوسعيد. ولو كان مش الطلبة الهايلين اللي معانا راهو ما نجموش نحققوا اللي حققناه في هالبلاتفورم هذيا, في أن نكونوا نستقبلوا عباد هايلين يمثلوا بالنسبة لنا عباد من أحسن ما يكونوا موجودين في الاختصاصات متاعهم ويسريوا الفكر ويسريوا المناخ الموجود واللي هو يدور بالهندسة المعمارية, واللي هو ما فيهش كان الهندسة المعمارية, فيه فن وفكر وثقافة وسوسيولوجيا وفلسفة وهذا الكل. اليوم نتلقاو في الروبريك تاع البافيون بلو اللي اسمها ان ارشيتكت اون اوفر, وبدينا نسنسو فيكم توا اللي كل مرة نستدعيو ارشيتكت يقدم لنا لوفر نتاعو. ويكون حاضر معنا فولك ستوري كومباني اللي هي مؤسسة اوديوفيزوال تمنح لنا اليوم لونجسترومون دو كاليتي باش نجمو زادا نوثقوا اللقاءات هذوما ونجمو نحطوهم على لاباج نتاعنا والشين نتاعنا. نشكروها ونشكروا سي مهدي هلال qui est caméraman aujourd'hui et qui le fait donc qui nous offre l'enregistrement comme tant d'autres sponsors qui ont cru à l'idée واللي على خاطرهم هما امنوا بينا نجموا اليوم نكونوا في الفضاء هذيا. نتعدى دونك سون ترانزيسيون للضيفه نتاعنا اللي شرفنا حضورها معنا. شيشة عطله هي مهندسه معماريه qui fait ses études en fait à l'école d'architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée en France. Elle travaille ensuite au Japon dans l'agence de Shigeru Ban. Elle travaille aussi chez Kungu Kuma. Et à Paris, elle collabore avec Marc Mimram et aussi avec Clotilde et Bernard Barthaud dans l'agence Barthaud et Barthaud. Elle s'associe aussi à l'architecte Catherine Fleury au sein de leur cabinet donc Fleury Atala, où elle travaille sur des projets divers, les logements, les espaces d'exposition et les bureaux. Mais ce qui est aussi très intéressant dans le profil de Cheicha Atala, c'est qu'elle est aussi designer. Et elle est donc architecte, mais elle est aussi designer. Elle fonde en 2014 Slow, qui est une maison d'édition de mobilier et d'objets contemporains et qui édite une série limitée de pièces de design. Alors, ce qui est intéressant, c'est que elle édite plusieurs pièces qui sont pensées dans le cadre de ses projets d'architecture, et donc elle fabrique à la fois l'espace et l'objet qui va habiter cet espace. Et en cela, nous trouvons ça que son profil est très intéressant en tant qu'architecte. Et nous pouvons donc mentionner certaines de ces pièces phares qui se trouvent donc dans cette collection et que vous pouvez découvrir. Elle a par exemple édité la bibliothèque Hamlet, le canapé Daphné ou la vaisselle en grès Antilles. Et si vous avez vu le teaser avec lequel on a annoncé donc notre rencontre aujourd'hui, vous auriez vu dans cette vidéo, chez elle, dans son agence, de la vaisselle, une bibliothèque, des assises, tout ce monde, cet univers magnifique de l'architecte. Alors, je m'arrête là parce que c'est elle que vous venez voir et écouter. Et je redis encore une fois, nous sommes très honorés par votre présence avec nous chez Chat. Bon, bonjour à tous, je vais jongler avec le micro, et ce qui est assez nouveau pour moi. Alors avant tout, je souhaiterais remercier Ali Ashlif et Narges Ben Abdelghani et toute l'équipe du Pavillon Bleu pour leur invitation et leur dynamisme au sein de l'école qui est vraiment extra. Ma partenaire Catherine Fleury, avec qui je travaille depuis 10 ans, mais qui n'est pas là aujourd'hui,
Mes collaboratrices, Salma et Marwa, que je remercie chaleureusement, nos commanditaires qui ont cru en nous et avec qui nous avons eu de riches échanges. Et vous tous qui êtes là aujourd'hui, c'est un vrai plaisir pour moi de partager notre travail avec vous, en fait. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la conception et la réalisation de la maison voûte qui se situe à la Marsa Corniche. C'est un projet que nous avons démarré en 2017 et qui a été livré en avril 2020. Alors, nous sommes à la Marsa. La partie de la Corniche, c'est un flanc de colline. Alors, je vais essayer de vous montrer quand même la zone. Bon, on est là. Alors, c'est un flanc de colline qui fait face à la mer. Ce flanc est découpé en une succession de rues parallèles et de percées perpendiculaires qui sont des rues escaliers pour certaines. C'est une caractéristique assez courante de l'urbanisation d'une colline et la géographie ici est imposante et on doit composer avec. Alors, le terrain, c'est le petit carré rouge là. Le terrain est limité par la rue principale, Bourqas Mechebi en bas. Une rue perpendiculaire qui est en fait un escalier qui mène à la plage. Et puis, il y a deux voisins très proches sur les flancs est et sud. Alors, la particularité de la corniche est la réglementation urbaine de la rue à Bourqas Mechebi qui nous empêche de dépasser la hauteur de 1 mètre par rapport au niveau de la rue. C'est une manière, en fait, je pense, qui permet à tous les habitants d'avoir toujours la vue et de ne pas être bouché par son voisin. Du coup, la géographie du terrain est elle-même très escarpée dans ce site. Donc là, on a une coupe sur le terrain, donc on a la rue tout en haut. Et donc le terrain présente un dénivelé de presque 7 mètres, avec lequel on a dû composer aussi. Alors là, je vous montre un peu. Voilà. Donc il y avait une maison. Il y avait une maison qui n'avait pas beaucoup d'intérêt architectural et qui était très mal orientée. Donc là, c'est au moment de l'excavation. Pardon. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que ça, le petit trait rouge, c'est le niveau de 1 mètre. Et ça, c'est le niveau de la rue. Donc là, vous réalisez un peu l'ampleur du dénivelé que nous avons. Bon, le programme est simple. C'est une maison pour une famille, mais je dirais une famille en quête de Méditerranée. Alors, je vais vous montrer une série de croquis qui, en fait, les croquis, en fait, nous permettent d'intégrer les données géographiques, urbaines et programmatiques et de commencer en fait à positionner le projet dans son terrain. Donc le terrain est un rectangle, voilà, pour lequel nous devons faire un retrait de 4 mètres tout autour, c'est la réglementation. Et puis là, on a fait un peu comme des scénarios. Donc le premier scénario, c'est une occupation au maximum de nos possibilités, donc qui ne laisse pas du tout de jardin, ce qui n'est pas très bien. Le deuxième scénario, c'est un bâti qui est beaucoup plus dense, qui laisse beaucoup plus de jardin, mais du coup, ça faisait un bâtiment qui était beaucoup trop enterré. Et puis, la troisième option qui nous a paru la plus intéressante était cette forme de L qui libérait la partie du jardin. Et surtout, là, c'est la vue que nous avons, donc que nous avons représentée là. Donc, c'est la vue vers la mer qui est plein nord-est. Alors, donc on a travaillé en croquis et puis après en maquette, en fait. Donc, c'est un peu le process que nous avons. Donc c'est la maquette que vous avez devant vous. Donc il y a le voisinage, il y a la rue, et on a commencé à mettre des volumes. Et assez rapidement, la maquette a révélé toute l'importance du toit. Le toit est devenu la première façade du projet. Il est notre premier contact visuel. Il met en valeur, le bleu que vous imaginez, et contraste avec la ligne d'horizon parce qu'on est assez haut. Donc là, on retrouve la forme en L que vous avez vue sur le croquis, donc l'occupation. Et puis, intuitivement, nous avons donné une forme au toit.
qui aurait aussi un impact sur les espaces intérieurs. Cette forme, c'est la voûte, c'est une forme primaire de l'architecture, et nous avons tramé cette voûte en deux pour créer deux zones en berceau, on va dire. Alors, on a fait évoluer encore la maquette, donc là, c'est un peu plus... Donc, c'est la maquette qui est devant vous, donc ça, c'était au stade de l'esquisse. Donc, on a à nouveau cette présence du toit. Alors, attendez, je pense qu'il y a juste... Voilà, je vais revenir après, je voulais parler de ça. Je fais une petite aparté parce que j'ai visité il y a quelques années cet endroit qui est l'abbaye du Toronnet, qui se trouve dans le Var, dans le sud de la France. Et c'est une abbaye qui a été construite au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, par les moines cisterciens. Et c'est une visite qui m'avait beaucoup marquée, et j'ai gardé en tête, en fait, la puissance de la matière dans sa forme architecturale la plus simple. C'est juste un simple appareillage de pierre mis en forme de voûte et qui donne en fait toute la magie de ce lieu. Et réellement, enfin, le sentiment que nous avons, c'est que la voûte crée un volume unique qui abrite l'universalité. C'est une forme, comme j'ai dit, assez primaire de l'architecture. Et il y a une sensation de bien-être et de protection. Alors je reviens juste, donc, c'était aussi un peu le lien avec la voûte, donc c'est une forme architecturale qui est assez forte. Et puis, dans cette maquette, il y a un autre point qui n'existait pas dans la maquette suivante, c'est le rapport entre la rue et le terrain naturel. Donc on traite la question du dénivelé et de la connexion entre la rue et le terrain, qui est 6 mètres plus bas, 7 mètres plus bas. Et le gradin s'est imposé comme une forme architecturale qui atténue la descente et qui crée une forme théâtrale que nous avons empruntée à nos prédécesseurs. Alors je ne sais pas si l'image y est, voilà. Donc c'est les amphithéâtres romains, hein, tout simplement. Donc l'architecture est une suite assez logique. Donc on réutilise l'idée d'un gradin pour pallier au dénivelé de la géographie. Et puis là, je vous montre en coupe un petit peu. Donc ce que vous voyez en noir, c'est vraiment le sol, le terrain. Donc voilà, en fait, c'est la zone que nous voyons là. Et en fait, ça a été un point très difficile dans ce genre de terrain. En fait, pour ne pas avoir le sentiment, quand on arrive au niveau de la rue, de tomber dans un trou. Donc c'est là que le gradin, en fait, s'est vraiment imposé de manière très naturelle. Et qui a permis d'atténuer, de descendre lentement à la maison. Donc le niveau de la rue étant là, et l'entrée de la maison est là. Donc elle est à 3 mètres sous le niveau de la rue. Ce que vous voyez là aussi. Voilà, donc on a fait une petite insertion en photomontage pour montrer aussi que voilà, la maison s'intègre dans le site, respecte la réglementation urbaine et en fait est très dirigée vers la mer. Alors, mettre en œuvre, c'est nous, maîtres d'œuvre, sommes très sensibles à ça. Et j'ai volontairement mis cette photo en premier pour montrer que l'homme est au centre de l'architecture et que là, c'est l'homme au premier plan, l'homme, l'artisan, le ma'allem, et l'architecture au second plan. Cette photo exprime bien la structure sociologique aussi du chantier en Tunisie et de l'importance des corps de métier et du maintien des savoir-faire. Et en tant que maître d'œuvre, nous sommes sensibles à l'écosystème du chantier qui a besoin de l'architecture pour maintenir les savoirs et leur transmission. Alors, c'est une caractéristique très particulière à la Tunisie. C'est un montage d'une voûte sans coffrage et avec une petite brique à trous, une brique de 6, qui est assez légère et qui est montée en chevron, en gelide, avec des jointures de plâtre. Et ça, le monsieur là au chapeau, il avait ni mètre laser et il sait à peine lire et écrire. Donc, et la voûte était parfaite, parfaitement symétrique. Enfin, il a une maîtrise totale de son art.
Alors, je vais partager avec vous cette série de photos de chantier, parce que, encore une fois, dans l'importance de la mise en œuvre, il y a une esthétique de chantier avant d'arriver à la fin de la maison. C'est une esthétique qui est sous-jacente et qui est souvent le résultat d'installations hasardeuses. Et aussi, les ouvriers ont toujours une ingéniosité à pallier à certaines choses. Donc bon, je fais passer un peu, donc ça c'est un peu le résultat de cette voûte qui donne une impression d'infini en fait. L'ouvrier qui a besoin de traverser la piscine, alors il fait ça. L'ouvrier qui a besoin de se protéger fait ce genre d'installation que je trouve extraordinaire. La finesse de la voûte, ça aussi je voulais partager ça avec vous, cette perfection de la voûte. Il y a toujours la question de la matérialité sur un chantier. Donc ça, nous avons repris aussi une matière qui a longtemps été délaissée, qui est la brique de Jemmel. Donc Jemmel, c'est une région près de Monastir qui est spécialisée, en fait, qui abrite de grandes briqueteries et ils sont très savants dans ça. Voilà, donc des installations dignes de musées d'art contemporain avec les étés et tout, que je trouve génial. Et ça fait partie du chantier, vraiment. Voilà. Et là, il y a aussi dans le chantier, il y a l'action, le mouvement, la transformation, qui sont captés jour après jour et qui révèlent l'architecture. Et c'est des moments qu'il faut figer. Les espaces sous la voûte, certains. Et là, le travail du plâtrier, qui est un peu comme un peintre, finalement. Ça fait un assez joli tableau. Il ne le sait pas, mais la condition de la matière peut rendre des choses assez belles. Alors, je vais parler rapidement, parce que vous vous demandez quand même comment c'est fait à l'intérieur. Je commence particulièrement par ce plan, parce qu'on a parlé du toit comme première façade. Et donc, le toit est notre premier plan. Alors, on arrive, donc là, alors attendez, là je vais me concentrer un peu. Donc on arrive, ce qu'on a appelé nous le rez-de-chaussée, mais c'est un entresol, parce qu'il n'est pas au niveau de la chaussée. Donc on arrive, nous avons ici la première partie de la voûte, la plus grande, qui abrite l'entrée, l'espace de la famille, les chambres des enfants, leur salle de bain commune. Et la deuxième travée de la voûte, où il y a la chambre des parents, l'espace des parents, donc leur chambre, leur dressing qui se trouve sous le garage et la salle de bain. Donc il y a une volonté en fait de parcours dans l'espace des parents, de passer par le dressing pour revenir sous la voûte ici. Donc on est sous la voûte là, on repasse dans un espace très bas et à nouveau on est au niveau de la voûte. Alors plus on descend, plus la masse de noir va apparaître, hein, et donc c'est là où vous comprenez aussi le dénivelé du terrain. Donc ici nous sommes au rez-de-jardin, donc on arrive par ici. Dans le grand espace qui est là, nous avons la salle à manger et le séjour. Et ici, la cuisine, l'office et une petite chambre d'amis. Le principe de ce lieu, c'est qu'il est à 100% ouvert sur la terrasse, la piscine et le jardin. Il est connecté au sol, il est connecté à la végétation, alors que les espaces supérieurs sont plutôt connectés à la vue et au ciel. Et puis, j'ai tenu aussi à montrer ce lieu, parce que l'idée que ce soit aussi totalement enterré, et c'est un lieu qui fait aussi fonctionner la maison, parce qu'il y a tous les services, les commodités, les locaux techniques, et puis une cour anglaise, ici, qui permet d'apporter de la lumière à ces lieux. Voilà, alors, voilà, ça c'est la maison finie, donc vous ne la voyez pas, voilà, il n'y a pas de maison en fait. Et ce que j'aime beaucoup dans ce lieu est finalement une règle qui a servi aussi à l'architecture. Des fois, les réglementations sont bonnes. Parce que j'aime l'idée que dans un espace urbain, à un moment, l'architecture puisse disparaître. Et donc là, on ne se dit pas spécialement s'il y a une maison ou pas. Bon, on s'est dit, finalement,
La voiture a beaucoup de chance, elle a la vue sur la mer, c'est très très sympa, on pourrait installer le salon ici. Mais bon, c'est la géographie qui fait le lieu. Et puis, bon, je vais vous montrer une série de photos comme ça. Alors ça, c'est le gradin dont je parlais tout à l'heure, hein, donc pour créer cette jonction très, très douce entre la rue et la maison. Et c'est un gradin qu'on a voulu traiter en briques comme un écho à la voûte en briques intérieure, et puis rester aussi dans cette matérialité liée à la terre, en fait. Et puis, plus on descend dans la maison, et plus on se rapproche de l'eau, du jardin, donc il y a un vrai contraste entre le départ depuis la rue, et puis après, plus on rentre dans l'intimité de la maison, et on est connecté à un autre univers qui est celui du jardin. Donc là, pareil, donc c'est un autre point de vue. Bon, là, c'est vraiment pour vous montrer à la fois le gradin, mais surtout le traitement de ce qu'on appelle les pignons. Donc c'est ces façades-là, hein, ces petites façades. Alors nous les avons traitées comme ça pour des raisons très évidentes. Ce sont les seules façades qui sont vraiment exposées à la rue. Quand on se penche un peu, on peut quand même voir un peu à l'intérieur. Donc c'était pour garder une certaine intimité des espaces de salle de bain ou ici de l'entrée. La salle de bain est là. Donc c'était pour, voilà, et apporter à la fois de la lumière, ça veut dire cacher un peu la vue, apporter de la lumière, parce qu'ici on est sud-est pratiquement. Et puis, alors en face, vous avez donc, vous voyez un peu la voûte, et à chaque fois, donc là on est dans l'entrée, donc on voit les fenêtres depuis l'intérieur. On aperçoit les gradins aussi, donc il y a cette transparence vers les gradins. Et puis après, voilà, sous les voûtes, on module l'espace avec plutôt du mobilier. Donc là, c'est un vestiaire qui permet de séparer l'entrée de Bitlerrad. Voilà. Donc ça, c'est l'espace des parents dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est un espace en fait unique parce qu'il est uni par la voûte. Donc bon, là vous voyez pas, il n'y a pas le mobilier, mais normalement il y a le lit. Et de l'autre côté il y a la salle de bain. Et donc pour aller à la salle de bain, on passe par le dressing qui est un endroit très sombre, très bas, très artificiel. Et puis après pour revenir à la voûte. Bon, ça c'est un autre point de vue de la chambre. Voilà. Donc là on est vu depuis la salle de bain, la photo de droite. Et donc, on a reproduit cet effet d'infini de la voûte, c'est ça que je trouve très intéressant aussi, c'est que, sous certains points de vue, la voûte semble ne jamais finir, en fait. Le bleu. Voilà, donc là, on arrive au rez-de-jardin, donc la connexion avec la piscine, le jardin, la terre, enfin, on revient un peu on a quitté les cieux. Et donc ça, ces fenêtres, toutes ces fenêtres ouvrent à 100%. Bon, là, c'était donc l'été, on vit dedans, dehors, totalement, sans frontières. Voilà. Donc là, vous avez ça. Quelques détails. La voûte offre toujours des points de vue très intéressants dans la photo. Merci Paul pour les photos. Et révèle certaines choses qu'on ne voyait pas. Voilà, donc là on est à nouveau dans la salle de bain, là c'était l'effet que je vous expliquais. Et puis ce que je voudrais aussi un peu expliquer, c'est la jonction entre un mur et une voûte. Il y a des choses qu'on réalise quand on fait le chantier, qu'on ne prévoit pas. Donc on ne sait jamais vraiment comment joindre là le mur à la voûte. Eh bien, on a créé un détail qui permet à la fois d'éclairer la voûte par le haut, et puis à certains endroits, donc là il y a un joint creux, mais à certains endroits il y a des rideaux, donc devant les fenêtres, etc. Donc d'un point qui pouvait être problématique est devenu un avantage pour nous. Bon, c'est un détail de la cuisine. D'autres points de vue architecturaux. Voilà. Merci de m'avoir écouté.